effectivement, je suis un peu niçois, j'en ai épousé une d'abord, et ensuite toute ma jeunesse passée ici fait que je me retrouve, les repères qu'on a, c'est l'enfance, l'adolescence, c'est ça qui nous marque. Donc, merci de ton accueil, merci de ces convergences, plutôt ces convergences de doute que nous avons toujours eues sur ces sujets essentiels. Et merci à Barbara et à Anthony Moret que je revois toujours avec plaisir à tes côtés. Merci à vous, Madame la Présidente. Voilà. Albatros, hein, ça rappelle un joli poème de Baudelaire, mais ça rappelle aussi quand même que, comme l'a dit à juste titre M. le maire de Nice, il y a ce fond d'humain qui existe, voilà, bénévole, désintéressé, simplement donner, avoir la joie de donner à l'autre, et de lui donner de la vie, parce que voilà, la fin de vie, c'est encore et surtout de la vie. Merci aussi à l'ensemble des établissements qui ont développé, hein, comme Saint-Do, qui ont développé les soins palliatifs. Ils l'ont fait généralement à contre-courant, parce que, comme l'a répété Christian Estrosi, c'est jamais prioritaire. Je me rappelle d'avoir rencontré, il n'y a pas longtemps, à l'Académie, Jean-François Lagny, qui a été ministre de la Santé. Il a fait les premiers soins palliatifs, comme il est Marseillais, personne n'est parfait. Il a donné des moyens à la Timone pour ouvrir les soins palliatifs. Il le donne au directeur, quelques temps après, il revient, il voit le directeur, il dit alors les soins palliatifs, parce que vous savez, on avait besoin d'argent aux urgences, et j'ai pris l'argent et je l'ai mis aux urgences. C'est toujours le dernier serment. Voilà. C'est assez curieux d'ailleurs que l'essentiel finalement est le dernier serment, parce que c'est celui dans lequel il y a plus d'empreintes humaines et moins d'empreintes médicales. Comme l'a dit Christian Estrosi, je ne viens pas non plus ni faire la morale, ni dire que les lois sont parfaites, ni dire que le cheminement est arrêté. La réflexion sur la fin de vie, ce n'est pas une réflexion médicale, ce n'est pas une réflexion de l'élite, ce n'est pas une réflexion des décideurs, c'est un passage obligé pour chacun d'entre nous. Et même si nous avons la chance le matin de ne pas penser qu'on va mourir, ce matin vous êtes levé, voilà. Vous êtes levé, vous êtes préparé, vous êtes sorti, vous avez téléphoné à un ou à l'autre, vous êtes allé faire des courses, vous avez rencontré des amis. Il n'y en a pas un d'entre vous qui a pensé je vais mourir peut-être aujourd'hui. Pourtant, c'est une éventualité. Donc, Sartre dit des choses très bien, il dit nous pensons immortels. Voilà. On sait qu'on va mourir, et pourtant, tant que le mur n'est pas là, tant que le mur n'approche pas au fond c'est une ligne d'horizon, la fin de vie. C'est une ligne d'horizon, puis au fur et à mesure que je marche, elle recule. Et un jour, il y a un type qui te dit, comme à la dame, j'ai jamais été malade, et puis il y a un type qui vient, il te dit, un cancer du pancréas, il était inopérable. Tiens, le mur, il est là, et vous continuez à avancer, mais l'horizon, lui, ne recule. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il y a une prise de conscience. Sinon, quel que soit l'âge, moi j'ai une mère centenaire. Quand je vais la voir, je lui dis quel âge tu as maintenant. Alors elle ne peut pas le dire, donc elle me dit on a l'âge de la maladie. Moi je ne suis pas malade, donc je ne suis pas âgé. Elle n'a pas complètement tort, même si à 100 ans on peut imaginer que la fin est plus proche que le début. Que vous dire sur ces sujets? D'abord, une petite réflexion simple. Est-ce que la mort est médicalisée? Oui. Est-ce que la mort est médicale? Non. La mort, elle s'est médicalisée parce que, en dehors du malheur qu'on peut avoir de faire une mort subite en pleine rue et de ne pas être réanimé, il y aura toujours un type qui va vous attraper, qui va vous amener à l'hôpital, et à l'hôpital, il y a des techniques qui peuvent vous faire survivre. Voilà. Quelquefois, d'ailleurs, c'est de la survie plus que de la vie. Mais en tout cas, cette force technique, cette force scientifique fait que nous avons réussi, quand je dis nous, c'est ce pays, et même, je dirais même, la médecine sur le plan international, à prolonger les vies, beaucoup plus qu'auparavant. Moi, quand j'étais interne, il y a quelques petites années, un infarctus sur 3 qui arrive à l'hôpital mourut. Maintenant, c'est un infarctus sur 15 qui arrive à l'hôpital qui meurt. Donc c'est bien la preuve qu'il y a des survies. Mais quelquefois, ces survies posent des problèmes inextricables. D'abord parce que le malade ne peut plus vous répondre. C'est un phénomène nouveau. Il est dans une situation où il ne peut pas répondre parce qu'il est en coma, parce qu'il est en incapacité d'exprimer son avis. Et donc vous avez cette rupture entre ce dialogue très constructif, le code de déontologie
de ces deux confiances, eh bien, qu'est-ce qu'il aurait voulu? Donc la question, vous voyez déjà, on se la pose au deuxième degré. Je ne peux pas me dire ce qu'il veut, et je suis obligé de l'imaginer. Et ça, c'est la médecine moderne qui l'a créé. Et elle a créé quelquefois des situations d'une rare violence qui fait dire aux médecins, aux soignants, est-ce que je ne suis pas allé trop loin? Est-ce qu'il n'était pas sage de s'arrêter avant? Regardez l'affaire Vincent Lambert, un homme qui pendant 10 ans reste en état végétatif, c'est-à-dire des vies qui sont purement biologiques et sur lesquelles la médecine a fait ce qu'elle avait à faire. Elle a fait tout ce qui était possible. Et la première idée, c'est qu'effectivement, cette médecine nouvelle, elle doit se poser la question, ce n'était pas le cas avant, elle doit se poser la question, est-ce que tout ce qui est techniquement possible est humainement souhaitable? Eh bien, la réponse est non. Il y a des moments où il faut savoir s'arrêter et savoir ne pas utiliser la technique qu'on connaît, ne pas utiliser la chirurgie que l'on sait faire, pour dire, là maintenant ça suffit. Dans le langage public, on appelle ça l'acharnement thérapeutique. Dans la vie médicale, on appelle ça l'obstination déraisonnable. Il y a un moment où je me dis, c'est pas raisonnable ce que je fais. Voilà. Je suis en train de maintenir un corps en vie, mais je ne suis pas en train de donner du sens à cette vie que je viens artificiellement de sauver. Ça, c'est la première des choses, c'est la médecine qui nous met dans une situation de ce type. Et paradoxalement, la société a presque considéré que finalement la mort c'est un problème de médecin. Voilà. Donc puisqu'ils meurent presque tous à l'hôpital, c'est bien un problème de médecin. Donc débrouillez-vous. Je me rappelle sur la seconde loi, ils étaient en train de nous dire, est-ce que vous ne pouvez pas qu'on mette dans la loi la dose d'hypnovel, c'est-à-dire de sédatif, qu'on doit mettre en fin de vie? Et pourquoi pas la pharmacologie, et puis le bouquin du Vidal, et puis des conduites à tenir. Les lois, elles sont générales, elles appellent à des cheminements, elles appellent à des cadres, elles n'appellent pas à des injonctions. Jamais, j'espère, il y aura, comme tu le disais, Christian, un bouton sur lequel on appuiera de l'intelligence artificielle et qui dira voilà la dose du médicament que vous devez faire à tel patient parce que vous avez introduit les bonnes data concernant ce patient. C'est un problème qui, vous l'avez compris, est profondément humain, profondément complexe, profondément douloureux. Et donc, la part humaine doit laisser sa part de liberté et de responsabilité. Cette part de liberté et de responsabilité se trouve dans le dialogue, et c'est pour ça qu'on a mis en place la collégialité, c'est pour ça qu'on a mis en place le dialogue avec les aidants, la famille, le dialogue avec la personne quand c'est encore possible. La deuxième chose qui est une évidence, c'est que la mort, c'est l'autre. Il n'y a personne qui dit je suis mort. Celui qui dit je suis mort, il est vivant. Il n'y a que dans l'opéra où le type dit je meurs pendant 3 quarts d'heure. Et s'il dit je meurs, c'est qu'il ne meurt pas. C'est pas un verbe qu'on décline au présent. Tu peux dire je vais mourir, le futur. Tu ne peux pas dire je suis mort, sinon tu ne le dis pas. Épictète, qui était un philosophe grec, disait je ne vois pas pourquoi je m'empoisonne la vie. Enfin, il ne disait pas de choses comme ça, il disait plus élégamment que ce que je vais le dire. Pourquoi je m'empoisonne la vie avec la mort? Parce que quand j'en parle, je suis vivant, donc ça n'existe pas, et quand je serai mort, je ne pourrai plus en parler. Donc je n'aurai plus la pensée et l'angoisse. Donc c'est une fausse angoisse. C'est gentil, mais enfin, c'est quand même une petite réalité. Mais imaginez quelqu'un seul sur une île déserte, il meurt. Il n'y a personne qui en deuil, et lui-même, le jour où il est disparu, le problème est réglé. Il est dans le néant, dans la béatitude, mais de toute façon, son problème est réglé. Donc la mort, c'est l'autre. La mort, c'est l'autre, parce que si je meurs, je suis en train de mourir, je sais que je vais quitter les autres, et en réalité, si je regarde celui que j'aime et qui va mourir, eh bien, je regarde la mort de l'autre. Et là, dans l'autre, il y a un truc que j'ai mis un peu longtemps à comprendre, et que je n'ai pas complètement compris. L'autre, c'est pas moi. C'est-à-dire qu'on est tous imprégnés d'une morale assez légitime, basique, qui dit ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas que tu fasses à toi. Eh bien, ne fais pas obligatoirement à l'autre ce que tu voudrais qu'on te fasse à toi. Je veux dire par là que vous rentrez dans une maison de retraite et vous allez, je vais aggraver les choses, dans le pavillon Alzheimer évolué. Voilà. Et vous voyez des hommes et des femmes qui ont le regard perdu, qui sont absents d'eux-mêmes, absents de leur mémoire. Ils voient leurs enfants, ils ne le reconnaissent pas. Et vous vous dites, moi,
je préférerais mourir que d'être comme ça. Là, je vous dis, vous avez raison. Vous avez raison de penser que vous, en tant que bien portant, vous ne voudriez pas être comme ça, et que vous préférez que le ciel ou le destin vous emporte. Mais, et je me souviens de cette image, je voyais une vieille dame perdue dans le regard de la vague, et qui mangeait son éclair au chocolat. Et je me disais, en revanche, de quel droit moi, qui suis encore bien portant, je peux dire, sa vie vaut pas la peine d'être vécue. Elle, sa vie, elle sentait qu'elle valait la peine d'être vécue. Ne serait-ce que parce qu'elle souriait aux soignants qui étaient là et elle mangeait son éclair au chocolat. Donc attention à ne pas projeter des pensées de bien portants sur des gens fragilisés. Et de ne pas projeter, en fait, l'idée, si on n'est pas parfaitement jeune, fort, en pleine santé, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Toutes les vies valent la peine d'être vécue. À condition, bien entendu, que ces vies, c'est les autres aussi. Parce que la mort, c'est l'autre, et la vie, c'est les autres. C'est les autres qui ont fait ce que nous sommes, qui nous ont passé leur savoir, leur amour, quelquefois d'ailleurs leurs difficultés, et qui nous ont construits. Au passage, tiens, on va passer en Antibes une pièce de théâtre, Mowgli, le livre de la jungle, à la fin de l'année. Le livre de la jungle, c'est une fiction. Vous prenez un homme, un enfant, vous le jetez dans la jungle, et vous passez 10 ans après. S'il a survécu, ce qui a existé d'ailleurs, c'est un loup, c'est pas un homme. Il n'a pas été enrichi des autres hommes. Il n'a pas été enrichi de l'amour et du savoir. Et donc, son cerveau, qui est pourtant normal, n'a pas pu évoluer. Nous sommes le produit des autres. Nous sommes le produit de tous ceux qui nous ont entourés, aimés, soignés, quelquefois même combattus, parce qu'ils nous ont permis de nous construire. Donc, la mort, c'est l'autre, la vie, c'est les autres. Et dans ce contexte-là, prenons du recul pour ne pas dire, moi, si j'étais comme ça, je ne pourrais pas mourir. Et donc, je vais dire que si celui-là est comme ça, il doit mourir, ou il peut mourir. L'autre élément, c'est que, moi, plus j'avance, moins je sais, donc je n'ai pas de certitude sur ce sujet. Je n'ai pas de certitude parce que, comme vous, et vous l'avez vécu, vous avez vécu cette ambiguïté de la fin de vie, cette ambiguïté de la vie qui fait que de temps en temps, il y a des envies de mort et de temps en temps, il y a des envies de vie. Voilà. Et la première expérience, c'est que du jour au lendemain, du matin au soir, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous dit « je ne veux plus vivre » et le soir qui vous dit « est-ce que je serai encore là dans 3 jours ?» Et donc, cette fragilité, cette ambivalence, elle existe et elle existe aussi dans ceux qui accompagnent. Elle existe aussi dans les parents, elle existe aussi dans celui qui voit en train de partir celui qu'il aime. Et il se dit à la fois, ben, je voudrais qu'il reste. Je voudrais qu'il reste parce que ce serait bien qu'il reste avec moi, ce serait bien qu'on continue à se parler, on continue à se toucher. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et en même temps, avouons-le, il y a des moments où on dit, il faut qu'il parte. Il faut que ça cesse. Parce que la souffrance de le voir souffrir, la souffrance de voir cette zone grise insupportable, fait qu'on a aussi des désirs de mort quand on est au lit des gens qu'on aime. Donc on le ressent pour nous, on le ressent pour l'autre, sachant assumer cette ambivalence, cette ambiguïté. Et moi j'ai vécu des gens qui disaient, moi, je demanderais suicide assisté, je partirais en Suisse, puis qui sont morts en soins palliatifs en disant que j'étais fou. J'ai connu aussi des gens qui combattaient avec opiniâtreté la mort volontaire ou l'aide active à mourir et qui finalement, au dernier moment, sont partis en Suisse. Donc, attention à regarder que nous sommes fragiles et nous pouvons changer d'avis. D'ailleurs, la vie, c'est de changer d'avis. Voilà. La liberté, c'est de changer d'avis. La liberté, c'est de changer de volonté. Dans une démocratie d'ailleurs, si vous ne changez jamais d'avis, on vous prendra 18 ans, vous direz vous votez pour qui? Voilà. Et puis ça serait fini. Ce serait confortable d'ailleurs. Je pense que Christian serait assez d'accord sur cette proposition. Mais on va vous demander régulièrement, on vous demande régulièrement, est-ce que vous êtes toujours d'accord pour avoir voté pour? Et vous avez le droit de changer d'avis. C'est ça la vraie liberté. La vraie liberté, c'est de changer de volonté. Et se
dire, ben, les circonstances sont différentes, le monde est différent, moi je suis différent, lui il est différent, et donc je change. Donc ça c'est la première de l'ambivalence, la première des ambiguïtés. Il y a une autre ambiguïté qui est le conflit de valeurs. On n'assume pas dans ce pays les conflits de valeurs. Or, pourtant, on vit en permanence les conflits de valeurs. Conflits de valeurs, il y a les petits conflits de valeurs. Le préfet te dit, il faut beaucoup construire, et après il te dit, il faut beaucoup déconstruire. Il te le dit en même temps, pratiquement, et il te présente une loi qui dit une chose, et une loi qui dit l'autre. Et toi, tu dois trouver le cheminement équilibré au milieu. Voilà. Mais réfléchissons à l'éthique, à la morale réflexive. Équité et liberté. Vous avez écrit sur nos frontons liberté, égalité, fraternité. On va laisser du côté la fraternité, c'est le lien indispensable. T'as pas de fraternité, c'est pas la peine d'essayer de faire une communauté de destin. Mais on va prendre liberté et égalité. Je décide de pousser le curseur de la liberté à fond. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Bah, Lacordaire disait, c'est la loi le protège le faible du fort et le protège le pauvre du riche. Et Rousseau disait la liberté vraie, la liberté mortelle, c'est la liberté des loups libres dans les bergeries libres. À votre avis, c'est la brebis ou le loup qui est plus libre? Donc la vraie liberté, elle fait que c'est le fort qui écrase le faible. Et toutes les lois sont faites pour équilibrer, limiter cette liberté. Sinon, il n'y a plus d'égalité. Et si vous poussez le curseur de l'égalité très très loin, vous allez en Corée du Nord, voilà. Je vous dis, vous habillez tous pareil, vous avez tous le même mode de transport, vous avez tous le même salaire, vous avez tous les mêmes obligations en termes d'enfants, au bout de 2 on arrête, et si vous n'en faites pas 2, on vous pénalise. Mais vous dites, mais attendez, c'est quoi l'égalité là? C'est un égalitarisme qui tue ma liberté individuelle. Et donc d'un côté, vous avez quelqu'un qui dit, c'est mon choix, c'est mon droit, c'est ma vie. Et de l'autre côté, quelqu'un qui dit, nous te protégeons. Et en fait, c'est aussi la querelle légitime entre le je et le nous, entre l'individu et le collectif. S'il n'y a que des individus, Arendt disait, on évolue vers une société des individus, chacun dit, moi je veux une loi pour moi. Non, ça c'est la loi, mais moi je veux un truc spécifique qui me concerne. Il n'y a pas de loi. La loi, elle est universelle, elle est normative, elle dit la même chose à tout le monde. Mais si je ne prends pas en compte, dans un cadre législatif, la possibilité de chacun d'exprimer sa volonté, on en a parlé sur le vote, mais on peut en parler dans d'autres domaines, alors à ce moment-là, je tue l'individu. Et si je tue l'individu, je suis dans une société grise, dans laquelle tout le monde est pareil. Donc il y a un conflit de valeurs. Et le conflit de valeurs autour de la vie, c'est un conflit de valeurs entre l'éthique d'autonomie, de liberté, du malade, du fragile qui dit c'est mon choix, et puis l'éthique de fragilité, de vulnérabilité, de solidarité, de charité qui dit je te protège malgré toi. Un exemple simple, on peut très bien dire finalement on a le droit de mettre fin à ses jours, c'est pas interdit en France. C'est pas interdit depuis 1792, depuis que, en fait, l'Église catholique disait c'est un péché, et puis les révolutionnaires arrivent et disent tu as envie de mourir, tu as envie de te suicider. Si tu n'es pas mort, je ne te condamne pas. On ne condamne pas les gens qui ont tenté de se suicider parce qu'ils ont fait un homicide sur eux-mêmes. Donc ça veut dire que ce n'est pas pénalisable. C'est un droit à liberté. Est-ce que c'est un droit créance? Est-ce que j'ai le droit de dire allez, aide-moi, je suis désespéré, j'ai envie de mourir. C'est un autre sujet. Et la Cour européenne, d'ailleurs, un jour a dit il n'y a pas une véritable équivalence entre le droit à la vie et le droit à la mort. Le droit à la vie, c'est un droit de créance. C'est-à-dire c'est un droit qu'on peut demander à la société. Protège ma vie. C'est tous les citoyens, en particulier les citoyens français, peuvent dire protège ma vie. Mais donne-moi la mort, est-ce que c'est équivalent? Donc, il y a une affaire chrétienne. On reviendra là-dessus si vous avez des questions. Mais en réalité, non. Donc, entre la liberté de me tuer et le fait de demander aux autres de me donner la mort, il y a une différence. Si je suis bien avec vous, je suis bien dans cette ville, je suis bien avec des amis, je suis bien avec des gens avec qui m'ont beaucoup appris,
Et si je dis, ben, je vais me jeter à l'eau en sortant, j'estime que ma vie vaut pas la peine d'être vécue. J'ai lu Camus, j'ai lu le mythe de Sisyphe, ça commence par une phrase terrible. Camus, qui est mon auteur préféré, dit « Il n'y a qu'une véritable question philosophique, la vie vaut-elle ou non la peine d'être vécue ?» Et si je réponds par la négative, je dois aller au bout du suicide. La seule question philosophique, c'est le suicide. Donc, admettons que, c'est rare, hein, je suis bien, en bonne santé, pas trop mal, pas d'échéance électorale tout de suite, ça ne m'angoisse pas, bon, ça va bien. Et je me dis, ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue, je vais me jeter à la mer, j'ai le droit de le faire. J'ai le droit de liberté de le faire. Maintenant, je dis à Anthony, viens, mets-moi une gueuse de 30 kilos au pied et tu me jettes par-dessus l'autre. Ben, par amitié, il va dire non. Et pourtant, c'est ma volonté. Vous voyez qu'il y a un conflit. Vous voyez que c'est pas aussi simple de dire, après tout, c'est ma volonté, on va l'aider à accomplir sa volonté. Admettons, je me jette dans l'eau, il ne veut pas m'aider, et il a raison. Et je me jette dans l'eau, et Barbara me rattrape. Elle me pêche, parce qu'elle passe avec un bateau, elle me ramène. Elle m'amène à l'hôpital. Moi, j'ai écrit sur un papier, je veux mourir, et je ne veux pas être réanimé. Qu'est-ce qu'ils font les médecins? La première des choses qu'ils font, c'est qu'ils me réaniment. Donc vous voyez bien que dans cette éthique de la liberté, de l'autonomie, qui dit je veux, et l'éthique du collectif qui dit je te protège, eh bien, il y a un équilibre qui est toujours difficile à trouver. Il y a une jurisprudence qui est intéressante, c'est la jurisprudence témoin de Jéhovah. J'espère qu'il n'y en a pas dans la salle. Je peux. Donc, témoin de Jéhovah, il y a une femme de trentaine d'années qui arrive à l'assistance publique des hôpitaux de Paris avec une hémorragie cataclysmique, hémorragie utérine. Elle dit, je suis témoin de Jéhovah, je ne veux pas qu'on me transfuse. Le médecin, il met un peu de succisané au départ, mais après il met du sang. Voilà. Et elle attaque l'assistante publique de Paris. Et donc, on se dit, bah, après, c'est sa volonté contre sa vulnérabilité. Et finalement, ça aboutit à une chose, c'est que le Conseil d'État dit, les médecins avaient raison. Et donc, j'interroge à cette époque-là le vice-président du Conseil d'État, je lui dis, bon, ben, ça veut dire que chaque fois qu'il y a un conflit entre l'autonomie et la vulnérabilité, c'est la vulnérabilité qui gagne, c'est le nous qui gagne contre le jeu. Il dit non. Si vous aviez un vieux monsieur avec un cancer évolué, jolie dame comme on a vu tout à l'heure, avec un joli accent niçois, qui dit je suis bien, mais vous ne me transfusez pas, et que sa vie est courte. Si tu la transfuses, tu ajoutes du malheur à son malheur. Tu n'as pas le droit de transfuser, et le Conseil d'État aurait délibéré dans votre sens. C'est intéressant parce que ça veut dire que ce n'est pas mécanique. Sauver la vie de la femme de 30 ans, bien sûr que dans la balance, il y avait la transgression de dire je n'écoute pas, je la sauve malgré elle. Mais en revanche, c'est le vieux monsieur ou la vieille dame qui va mourir, tu vas la transfuser. Pourquoi faire? Pour une semaine de plus? Pour une semaine d'angoisse? Et donc vous voyez qu'on est toujours dans une situation inconfortable, au fond une situation qui sort de la quiétude, une inquiétude qui dit est-ce que c'est le bon chemin? Et donc il faut le garder à titre purement individuel et ne pas écrire trop précisément dans des textes la conduite à tenir dans ces circonstances. Un mot pour dire les lois. Bon, les lois, j'ai un grand mérite, d'accord, j'ai pris le code de déontologie, les bonnes pratiques médicales, et je les ai mises dans le code civil. Voilà. J'ai rien inventé. Voilà. Comme le dit le poète, j'ai tout appris de vous. Moi j'étais un faiseur de vie, hein. Je faisais que de la réa et de la cardio. Donc l'obsession dans mon service, c'était combien on a eu de morts, pourquoi il est mort, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour qu'il ne meure pas. Donc on n'était pas du tout dans une optique comment je t'accompagne. Voilà. C'est la chance de la réanimation et de la cardiologie. Et puis un jour, j'ai pénétré à Jean Garnier, qui est un service de soins palliatifs emblématique à Paris, et je les vois tous, ils sont tranquilles, ils sourient, ils transmettent de la bienveillance et du bonheur. Je me dis, attends, moi si j'ai 100% de mort, parce qu'ils ont 100% de mort, si j'ai 100% de mort, tout le monde court à travers les couloirs. Comment apprendre l'acceptation de la fin de vie
et accepter que finalement la mort n'est pas forcément un échec, encore moins un échec médical, mais est un épisode incontournable, c'est le tragique de la vie, c'est le tragique de nos existences, et voilà, peut-être qu'à un moment donné, le médecin dit je lève ma main et je ne traite plus, je ne fais plus de cure, mais je fais du care, je continue à faire du soin. Et jamais je ne t'abandonne. Et au fond, les lois qu'on a écrites, elles sont sur 3 bases fondamentales. La première, c'est je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais parce que j'ai vu dans ma jeunesse, et même dans mon âge mûr, un certain nombre de médecins qui disaient bon, ce malade, il n'est plus pour moi. Je l'ai opéré, il n'est plus pour moi. Non, il est pour toi. C'est ton malade. Voilà. C'est notre malade. C'est notre solidarité qui est en jeu. Et donc, on ne peut pas dire si je ne peux pas te sauver, tu n'as pas d'intérêt. Parce qu'en plus, la médecine de demain, c'est une médecine des maladies chroniques, justement parce que c'est pas je vis, je meurs, c'est je te permets de vivre avec un handicap. Donc nous allons être confrontés dans nos hôpitaux, dans nos organisations de santé, à ce problème majeur, c'est que nous allons avoir beaucoup de malades chroniques qu'il va falloir suivre, plutôt que de malades aigus qu'il va falloir traiter. Je reviens sur le truc, je ne t'abandonnerai jamais. Humainement, je ne t'abandonnerai jamais. Ce n'est pas tellement un engagement médical d'ailleurs, c'est un engagement de société. Tu es vulnérable et je te protège. Le deuxième, c'est je ne te laisserai pas souffrir. 12% des gens qui meurent dans les hôpitaux de Paris hurlent de douleur dans les dernières minutes de leur vie. C'est le véritable scandale du XXIe siècle dans notre pays. Les médicaments, ils ne sont pas chers. Hein? L'hypnomel ou la morphine, ça ne coûte rien. Et on ne les met pas. Parce qu'encore dans la culture médicale, je me rappelle avoir un peu violemment pris à partie un corps médical parce qu'un de mes amis mourait d'un cancer du pancréas avec des douleurs atroces et je lui dis mais monte la morphine. Et le médecin me répond mais tu vois bien que si je monte la morphine, je passe à des doses toxiques. Eh bien, passe à des doses toxiques. Voilà. Dans la loi, il y a écrit on a le droit de soulager la souffrance en fin de vie, même si ça doit hâter la mort. L'objectif, c'est sans douleur. L'objectif, c'est tellement sans douleur qu'on a le droit de dormir. Il y a un certain nombre ici à avoir été opéré. Voilà. Quand on vous endort, vous n'avez pas de souffrance. Eh bien, pourquoi cette fin de vie ne serait pas aussi un moment dans lequel on s'endort et on ne se réveille pas? D'ailleurs, tiens, comment vous aimeriez mourir? Ça, c'est désagréable comme question. Ouais, je reconnais que voilà. La plupart des Français vont dire le plus tard possible, en pleine possession des moyens, c'est possible quand même. Voilà. Hein? Et puis, de manière inaperçue, et pendant mon sommeil. Tu as 100 ans, tu fêtes tes 100 ans, tu bois ta coupe de champagne, tu as toute ta famille autour de toi, tu montes te coucher, tu ne te réveilles pas. Génial. Génial, non? On signe tous. Encore que, quand on arriverait à 99 ans, on dirait peut-être que 100 ans sont peu. Enfin, en tout cas, il y avait Alphonse Allais qui avait une jolie phrase, il disait « Je voudrais mourir à 99 ans, tué par derrière par un mari jaloux. » Ce qui veut bien dire ce qu'on dit, c'est-à-dire, je ne vois pas la mort arriver, voilà, je suis en pleine possession de mes moyens, au point de rendre jaloux un mari, et la mort est immédiate. Voilà. Regardez d'ailleurs comment la société évolue. Dans une société christianisée, vous devez préparer à la mort et vous avez intérêt à voir la mort venir. Dans une société qu'on va qualifier de moderne ou de post-christianisation, vous préférez que ça arrive d'un coup, que vous ne voulez pas venir. Voilà, la mort subite. Et au fond, la mort subite est dans le sommeil, c'est la mort rêvée du français. Eh bien, on peut peut-être, dans certaines circonstances, offrir ce confort qui est, la mort c'est l'autre, à la fois à la personne qui part, mais aussi à l'entourage, qui n'assiste pas à une agonie douloureuse. Parce que ça vous reste planté dans le cœur pendant toute votre vie. L'oncle, la tante, etc., dans la première mission, se rendu compte que finalement, on avait tous des avis divergents. Et pourquoi on avait des avis divergents? Parce qu'on avait des expériences divergentes. Si vous avez vu votre grand-père mourir apaisé dans son lit, en disant au revoir à tout le monde, comme dans La Fontaine, etc., c'est ça, voilà, il n'y a rien à faire. Pourquoi on va chercher des lois Mais si par contre vous l'avez vu hurler de douleur et réclamer en pleurant
un sédatif ou un antalgique, là vous dites, mais attends, cette période-là de la vie, pourquoi on la lui a fait vivre? Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur mes interrogations, qui sont les vôtres, qui continueront à être les vôtres, sachant que, bien sûr, il y a l'euthanasie, c'est le médecin qui donne, et là, les médecins, surtout en soins palliatifs, ils disent bah, la main qui soigne n'est pas la main qui tue, parce qu'il ne doit pas y avoir d'ambiguïté, d'ambivalence là-dessus. Et puis il y a le suicide assisté. Voilà. Tu veux te tuer, État de l'Oregon, tu as 6 mois à vivre, je te donne 2 pilules, tu les prends si tu veux. C'est intéressant d'ailleurs l'expérience de l'Oregon, parce qu'on donne ça aux gens qui ont 6 mois à vivre. Ils ont le droit. Il n'y en a qu'un tiers qui va le chercher, et sur le tiers qui va le chercher, il n'y en a qu'un sur 2 qui le prend. Donc, ça vous montre bien aussi, et il y en a un, la plupart, qui le garde dans la poche. Et il y a même un journaliste un jour qui m'a dit, mais on ne veut pas le prendre, mais on veut l'avoir dans la poche pour être sûr que garantie antidouleur. Voilà. Si vraiment je ne supporte pas, j'ai la pilule dans la poche. Mais en réalité, je m'en sers bien pas. Ça montre bien notre ambiguïté vis-à-vis de la fin qui approche et les difficultés. Alors, voilà, on peut travailler sur ce sujet, le gouvernement d'ailleurs travaille sur ce sujet, mais en pratique, l'expérience la plus importante, c'est celle du Canada, après l'Oregon, du Québec. Et donc, la chose la plus triste, c'est que c'est les pauvres qui demandent la pilule. C'est-à-dire que je suis, je vais caricaturer, je suis anti-bois, je suis au Cap d'Antibes, je suis dans ma villa, j'ai plein de monde autour de moi, ma famille est là, j'ai tous les moyens qu'il faut. Il me reste 6 mois à vivre. Peut-être je me l'ai fait, quoi, hein, quand même, 6 mois. Voilà, je me l'ai fait dans un confort. Je caricature, dans un habitat sordide, je suis seul au monde, et personne ne vient me voir, je suis vieux. Est-ce que je ne dis pas, bon, finalement, ces 6 mois, ils valent quoi? Et vous voyez bien que c'est un peu compliqué. Parce que finalement, cette liberté là que l'on donne et qui serait assez équilibrée, on dirait, les soins palliatifs, c'est le collectif, le suicide assisté, c'est la liberté. Je te donne les pilules, tu les prends si tu veux. Où est le problème? Le problème, c'est que celui qui va le prendre, c'est peut-être effectivement le plus fragile de notre société. Et donc, j'ai pas de solution, honnêtement. Du moins, il y a une petite idée simple. Il y a 20 départements qui n'ont pas du tout de soins palliatifs. Pas du tout. Donc, nous, on se plaint à juste titre, on n'en a que 12 ici, 12 là-bas, etc. Mais il y a des endroits où on ne peut pas vous prendre en charge à l'hôpital en soins palliatifs. Donc, peut-être la première des équités, c'est de faire que les Français soient égaux devant la mort, égaux devant la loi, égaux devant leur chance, égaux devant leur liberté. Et peut-être que la priorité des priorités, c'est peut-être pas le fait de dire on va donner la pilule à celui qui veut mourir, mais plutôt se dire je vais vous donner à tous, même ceux qui n'ont pas grand-chose à vivre, même ceux qui n'ont pas beaucoup de temps à vivre, je vais vous donner le goût à la vie. Voilà. Et puis faire en sorte que je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas souffrir, je ne te prolongerai pas de manière anormale, ce qui est l'enjeu de la médecine moderne. J'avais un malade à Marseille qui me gavait avec je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir. Parce que la cardiologie, ça meurt de fois brutalement, ça meurt de temps en temps, un peu moins brutalement, en s'étouffant, ce qui est une façon de mourir qui est une souffrance. Et il fluctuait, voilà. Et le matin, il me dit je veux mourir, et le soir, il me dit je serai encore là pour voir le match de l'OM dimanche. Donc, essayons de sécréter dans chaque individu cette envie de vivre le lendemain, presque cette envie de vivre l'instant. Et c'est ce qu'on a vu sur le film que Christian Estrosi a remarqué, et c'est ce que vous faites au quotidien. Chaque fois que vous rallumez cette flamme, qui consiste à dire ma vie vaut encore la peine d'être vécue, parce que dans le regard de l'autre, il y a encore cette envie de te voir et de te parler. Eh bien, là, j'ai une certitude, ça c'est utile. Pour le reste, que ceux qui délibèrent aujourd'hui au niveau national prennent leurs responsabilités. Moi, je pense que dans le doute, on s'abstient. Voilà, merci à tous.
pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de Deux bénévoles sont en possession de micro et vont passer le micro pour ceux qui veulent poser des questions sur le métier. Tous en même temps. Allez, qu'est-ce qu'il va demander? Ça marche. Bonjour Monsieur Leonetti. Bonjour. Je rajoute mes remerciements à votre œuvre que vous avez faite. Et en même temps, je continue à la trouver incomplète. La preuve, c'est qu'il a fallu revenir une deuxième fois. Vous avez modifié ou complété la loi avec le député M. Pless. Et nous sommes maintenant plus d'une dizaine d'années après, et visiblement, il faut encore y revenir. Donc je sais que les choses évoluent parfois par petits bonds, mais j'ai le regret, c'est qu'elle n'ait pas été peut-être plus complète dès le départ. Vous avez fait allusion à des gens qui avaient envie de se suicider, mais vous avez pris un contexte qui était important, évidemment, ce qui est une façon de minimiser cette envie. Je pense que le sujet est tout autre lorsqu'on est vraiment frappé par une maladie incurable, douloureuse, et on voit les choses peut-être de façon plus compréhensible que le voisin qui s'interroge si vraiment la vie vaut la peine d'être vécue. Vous avez expliqué que une certaine bienséance générale voulait qu'on prenne le pas sur la décision individuelle. Moi, je suis en train de dire, mais au-delà de votre culture remarquable et de l'éclairage que vous en donnez, si tous les députés pensent comme ça, qu'en est-il du respect de la loi du peuple? Quand les trois quarts d'un peuple demandent à avoir cette liberté de la pilule dans la poche, vous disiez, si on ne le prend pas en compte et qu'au nom de, je ne sais pas, d'une philosophie ou de quelque chose un totalitarisme collectif, ça ne va plus. Ce n'est pas 10 personnes, 20 personnes ou 10% de la population qui le souhaitent, cette possibilité en cas de, même s'ils ne la prendront pas, ils ne vont peut-être pas le trouver. C'est 75%, voire même plus à certains moments, avec certains sondages, plus de 80%. Je pense qu'on peut peut-être leur donner ce droit, même s'ils ne le prendront pas, même s'ils ne l'utiliseront pas, ça peut être rassurant de savoir qu'ils sont là. Et puis oui, bien sûr, il faut développer les soins palliatifs. On a vu un nombre de lits insignifiant, 900 000 décès par an. Tous ne relèvent peut-être pas des soins palliatifs, mais heureusement. Mais avec si peu de lits, je veux dire, c'est clair qu'il ne répond pas. Un département, même chose, s'il faut dégager les budgets, vous avez dit vous-même, les budgets c'est toujours pour d'autres choses plus urgentes. Donc ça fait je ne sais combien d'années que l'incantation, au vœu pieux, c'est de se dire on va développer les soins palliatifs. On peut être d'accord, mais force est de constater que ça n'a pas suffi. Et l'état d'esprit des gens qui œuvrent dans les soins palliatifs, peut-être, ou dans le corps médical, aurait également dû évoluer peut-être de façon plus évidente vers le respect de la personne. Notre loi, malheureusement, n'impose pas. Alors, elle demande aux gens, ou elle donne la possibilité d'écrire des directives anticipées, ça n'est pas obligatoire. Quand je vais chez le médecin, il me demande si je suis vacciné contre le tétanos ou contre je ne sais quoi. Il peut aussi inciter son patient à le remplir de façon... C'est intéressant ce que vous dites, monsieur, parce que à la fois vous défendez la liberté individuelle, ce qui est un des aspects, et en même temps vous voudriez qu'on oblige tous les gens à écrire leur directive anticipée, ce qui, à mon avis, est une prise collective sur le respect de l'individu. Si je n'ai pas envie d'écrire mes directives anticipées, je ne les écris pas. Soit, mais au moins c'est abordé. Au moins c'est abordé, et il y aurait peut-être un petit peu plus de personnes sensibilisées qui les rempliraient. Et ces directives anticipées, de même que l'avis de la personne de confiance, ne sont pas prises en compte obligatoirement. C'est toujours obligatoire, en compte obligatoirement. D'après le nombre de témoignages que je vois, c'est toujours un collège qui se réunit, qui décide si vraiment ça va être appliqué ou pas. Donc là aussi... C'est-à-dire que la personne de confiance, elle parle à la place de la personne qui ne peut pas parler. Et les directives anticipées, elles sont nues si la personne ne peut pas s'exprimer. Si la personne peut s'exprimer, elle exprime sa volonté. Il n'y a pas besoin. Ce n'est que pour les personnes qui sont en incapacité d'exprimer leur volonté. Bon, voilà pourquoi je disais que votre loi
Alors après, sur les sondages, je vais rappeler deux choses. D'abord, ma position, elle a été assez claire tout le long de ma carrière de député, et il n'y a pas de vote impératif. La liberté du député, c'est de décider en fonction de ses convictions. Et donc, les députés, vous les envoyez à l'Assemblée nationale, ils peuvent prendre des engagements vis-à-vis de vous, et ça les lie à vous, mais ils n'ont pas un vote impératif. C'est la liberté, justement, de la démocratie. Ensuite, les deux lois, elles ont été votées à l'unanimité de la droite à la gauche. Je n'ai pas un pouvoir coercitif tel que je puisse obliger les uns et les autres, et en particulier la gauche, puisque je siégeais à droite, de les obliger à le faire. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, au lieu d'afficher des expériences personnelles, on est rentré dans un doute collectif. Ce qui est sain, c'est bien de dire je ne sais pas. Hein? Dans ce domaine-là, c'est bien de dire je ne sais pas, et je chemine dans un chemin pour lequel il y a une grosse part d'inconnu, de complexité, de souffrance et d'individualité. Et quand on pose la question par oui ou par non, on l'a évoqué tout à l'heure. Moi, si vous me dites, est-ce que tu préfères mourir dans un mois, après d'atroces souffrances pendant le mois? Je dis, je préfère mourir maintenant. Est-ce que la société ne doit pas essayer de dire, je vais t'empêcher de souffrir pendant ce mois, et je vais te donner une qualité de vie qui va t'empêcher de... Et si je suis obligé de te soulager, eh bien, j'ai le droit d'aller jusqu'à accélérer ta mort, puisque les médicaments que j'utilise, je les utilise pour faire zéro souffrance. Alors, souvent, et vous l'avez fait, monsieur, vous avez raison, vous me dites, la loi est mal appliquée. Bah oui, je l'ai dit moi-même. Donc, est-ce qu'il faut faire une nouvelle loi quand les lois sont mal appliquées, ou est-ce qu'il faut faire appliquer les lois? Je rappelle que c'est 1999, l'obligation pour tous les Français d'avoir accès aux soins palliatifs. Alors, bien sûr, la main sur le cœur, chaque gouvernement dit, mais oui, on va le faire, il n'y a pas de problème. Sauf que, pourquoi ça ne se fait pas? C'est pas difficile à faire. Il suffit de dire les hôpitaux n'ont pas d'agrément. L'agrément, ça veut dire des dotations, s'ils n'ont pas une unité de soins palliatifs à partir d'un certain seuil. Pas trop compliqué de faire ça. Personne n'a fait. Et je me rappelle très bien Alain Claes, qui est du côté gauche de l'hémicycle avec moi, quand on a remis au président de la République le dossier, la première page, c'était « Si vous ne faites pas développement de soins palliatifs, les lois que nous vous proposons n'auront pas d'effet. » Eh bien, le président, et je le crois sincère, comme le Premier ministre, on dit on va le faire, sauf qu'on ne le fait pas. Il suffit de l'obliger à faire à partir de tel nombre de populations, à partir de tel nombre de malades dans un hôpital ou dans une clinique, il y a obligatoirement des unités de soins palliatifs. C'est pas très compliqué à faire. Ça ne s'est pas fait. Donc il y a une forme d'hypocrisie en disant soyez pas inquiets, je vais le faire. Voilà. Là, on a fait un programme sur 10 ans. Franchement, s'il faut attendre 10 ans. Voilà. Et en parallèle, on dit peut-être qu'on va développer l'aide active à mourir. Attention, et permettez-moi de le rappeler, que ça ne soit pas une alternative. C'est-à-dire, comme je ne peux pas te soulager, je te propose de pouvoir éventuellement accélérer ta mort. Donc, il y a un vrai problème. Je pense d'ailleurs que le président de la République est conscient de cette ambiguïté de la loi par défaut. Je fais une loi parce que je n'arrive pas à faire quelque chose, alors je trouve une porte de sortie. Et enfin, moi je sais que les Français sont d'accord avec ça. Faites-les rentrer dans une unité d'Alzheimer et vous leur demandez est-ce que tu préfères être comme ça ou est-ce que tu préfères mourir avant? Voilà. La réponse est à 99%, je préfère mourir avant. Sauf que quand vous êtes comme ça, est-ce qu'on va donner la mort à ces personnes, même si elles ont écrit sur les directives anticipées, qu'elles doivent mourir? Et ça ressemblera quand même à une petite fracture dans le contrat de fraternité qui dit que le plus fragile ne doit pas être éliminé. Voilà. Bon. Donc, vous avez des certitudes, moi j'ai des doutes. Voilà. Moi j'ai cheminé peut-être lentement. Je
Mais en tout cas, j'ai cheminé à l'unanimité, c'est-à-dire que convaincre 577 députés, ça veut dire qu'on ne leur a pas mis une baïonnette dans le dos, on a simplement posé des problèmes, comme j'ai essayé de le faire modestement devant vous, en disant acceptons que ce soit compliqué, rappelons-nous quand même que dans le monde, il y a des gens qui se battent pour vivre, et que c'est assez curieux, cette société évoluée, qui se pose la question de dire à qui vais-je donner la mort, parce que de temps en temps, j'ai prolongé anormalement la vie dans des situations anormales. Puis il y a un dernier problème sur le suicide, parce que moi j'ai beaucoup travaillé sur l'Oregon, et je trouvais que c'était assez bien construit. Au fond, la pilule, c'est la liberté, et puis les soins palliatifs, c'est le collectif. Ça marchait pas mal dans mon schéma, qui consiste à dire il y a un conflit de valeurs entre une éthique de vulnérabilité, de fragilité, et une éthique d'autonomie. Sauf que une société qui constate une augmentation de la demande de suicide est-elle une société qui a plus de liberté ou plus de souffrance? Donc la société continuera à se battre contre le suicide, en général, pas le suicide du malade qui va mourir dans une semaine. Et le deuxième point, c'est que je vais réanimer les gens d'un côté et puis permettre à d'autres de se suicider de l'autre côté. Et je vais avoir une ambiguïté dans le message. Les lois, elles sont normatives, c'est-à-dire elles disent le permis et l'interdit, mais les lois, en même temps, elles ont des valeurs symboliques. Et la valeur symbolique, c'est que nous allons avoir une partie de notre population qui est en fragilité. Je l'expliquais tout à l'heure, parce que beaucoup de personnes vont vivre plus vieux avec des maladies chroniques. Je vois aujourd'hui qu'on dit sur la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Charcot, finalement, ils auraient droit à. Et pourquoi on va stigmatiser une maladie? Le paradoxe, c'est que les gens qui ont la maladie de Charcot sont les moins demandeurs de perdre la vie que les autres. Donc, soyons prudents aussi sur le fait qu'une loi ne dise pas à une catégorie de la population, peut-être vous êtes de trop. Et donc, si vous voulez être digne, partez et utilisez le suicide assisté. Et si vous voulez mourir de manière dégradée, à ce moment-là, vous serez dans le lot commun. L'utilisation du mot dignité est un mot qui est violent aussi, qui est difficile. Voilà. Donc, attention au mot liberté, on dit que de crime on commet dans ton nom. Attention au mot dignité. La dignité, tout le monde est digne. Le mourant inconscient, qui doit être aussi considéré comme une personne digne, comme le jeune athlète qui court sur les espaces. Sinon, on créera une limite en disant, à partir d'un certain degré de fragilité, de vulnérabilité, peut-être que la vie vaut pas la peine d'être vécue. C'est toujours compliqué de dire qu'une personne a une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Après, vous avez raison, le suicide existentiel, il n'existe pas. Le type qui est bien, qui est jeune, qui a bonne santé, qui est riche, qui a une famille qui l'aime, j'avais pas beaucoup vu, moi, qui demandait à mourir. Il faut qu'il y ait une raison pour demander à mourir. Et peut-être, plutôt que de se poser la question de comment on va leur donner la mort, posons-nous la question de pourquoi ils demandent la mort. Et allons au fond de cette anomalie qui est de demander la mort pour soi-même. Et essayons de convaincre et de se battre pour que la vie triomphe. Voilà, après, je ne suis plus député, ils font ce qu'ils veulent, et je regrette seulement que le débat ne soit pas patient, voilà, et rempli de doutes. Le doute collectif, il vaut bien mieux que la certitude individuelle. Les certitudes individuelles en politique comme en éthique, ça tue des peuples. Voilà. Celui qui dit je sais, moi je sais. Voilà. Celui qui dit moi je sais, soit c'est un ignare, soit c'est un menteur. Moi je sais pas. Bonjour docteur, j'ai eu le plaisir de... Je ne le vois pas. Ça y est, j'ai eu le plaisir de travailler en Suisse pour le bénéfice de la première charte de soins palliatifs. Et je voulais savoir justement quelle était votre opinion sur la création d'une chaire de soins palliatifs en France. Pour développer les soins palliatifs. sur la création d'une chaire de soins palliatifs en France. Écoutez, c'est le vrai, c'est un peu le corollaire de ce qu'on a dit. Voilà. C'est le soin palliatif, c'est ce qui reste quand on a tout dépensé. Quoi. Voilà. Et en gros, en médecine, quand même, il y a
des chaires de chirurgie, des chaires de cardiologie, etc. Et donc ça assoit quand même une forme d'enseignement, d'autorité de l'enseignement. Et on a toutes les difficultés à avoir nommé en 10 ans une demi-douzaine de professeurs de soins palliatifs. Alors, au départ, on aurait pu comprendre il y a 30 ans, parce qu'il y a 30 ans, les soins palliatifs, c'était des bénévoles qui accompagnaient humainement des malades, c'est ça, avec des moyens limités. Aujourd'hui, ça ne se résume pas aux sédatifs et aux antalgiques. Les soins palliatifs, c'est une prise en charge globale, comme l'a dit Madame la Présidente. La première qui a inventé les soins palliatifs, c'est une Anglaise qui a décrit la global pain. Elle a dit finalement, en fin de vie, il y a une souffrance globale, qui n'est pas une souffrance d'un organe ou d'un endroit, c'est cette souffrance globale. Et donc, il faut prendre en charge de manière globale le malade. Et donc, la médecine palliative a beaucoup progressé, avec des techniques qui sont beaucoup plus importantes. Par exemple, on empêche les gens de s'encombrer, on empêche les gens de vomir, on empêche les gens de se gratter quand ils ont des prurites intenses. Donc, c'est une médecine de confort. D'ailleurs, palliative, ça ne me plaît pas, mais enfin, on trouve d'autres choses. Cette médecine d'accompagnement est une médecine qui est utile. Et, dernier point, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude américaine, nord-américaine, qui s'est faite sur des gens, des femmes qui avaient un cancer du sein avec métastase. Donc, c'est pas le cancer du sein dont on guérit, c'est celui avec méta. Celui avec méta, ils ont fait des soins palliatifs qui s'appliquaient dès le premier jour de la découverte de la méta, et de l'autre côté, des soins classiques, c'est-à-dire soins palliatifs uniquement à la fin. Ceux qui bénéficient de soins palliatifs depuis le début de leur pathologie ont une survie de 1 an supplémentaire par rapport aux autres. Là, il y a un truc qu'on ne comprend pas. Soins palliatifs, ça ne guérit pas. Oui, ben, soins palliatifs, c'est aussi efficace qu'une ligne, qu'une cure de chimiothérapie. Donc, vous voyez comme c'est curieux la nature humaine, c'est que finalement l'accompagnement prolonge la vie. Et non seulement on a l'habitude de dire c'est tout ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire, c'est ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire, et ça augmente la durée de la vie. Donc c'est un mystère, hein. Personne ne sait exactement le pourquoi et du comment, mais c'est comme par exemple pourquoi il y a moins de récidive de cancer chez les gens qui ont une activité physique que ceux qui n'en ont pas. On n'a pas la réponse, en tout cas on le constate. Donc les soins palliatifs aujourd'hui, c'est une forme de soin curatif, puisque ça prolonge la vie et que c'est équivalent d'une chimiothérapie. Bonjour. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour Répondre à la dernière. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous appeler votre intervention éclairée, parce qu'effectivement le débat est très difficile et ça nous permet de je ne vois pas non plus. Ah, c'est des jours. Voilà. Ça nous permet effectivement d'y voir en conclusion. Je crois que les statistiques donnent, peut-être qu'elle est fausse, à peu près 70% des interrogés qui seraient pour effectivement soit l'euthanasie, soit le suicide assisté. Donc on voit bien qu'il y a une non-compréhension du problème vis-à-vis de la population, et que lorsque c'est comme ça, si on prend des décisions qui sont un peu hâtives, on risque de créer encore des tensions. Et là, on en a déjà beaucoup. Ma réflexion est la suivante. Pourquoi ne pas faire ce que vous avez fait aujourd'hui, pas vous, parce que je sais que vous n'avez pas le temps pour le faire, parce que vous avez, mais faire en sorte que ces raisonnements, ces réflexions soient faites d'une manière plus régulière, avant un accompagnement sur cette loi pour que le peuple s'approprie de ce problème, mais en étant informé à juste titre, pas avec les fausses informations qu'on a à droite à gauche, lorsqu'on parle de la Suisse, lorsqu'on parle du Canada, etc. Voilà, pour que des personnes, des médecins, je ne sais pas, des spécialistes puissent effectivement aussi donner un peu de leur temps pour parler aux jeunes, mais pas seulement, pour expliquer vraiment comme vous l'avez fait très très pertinemment aujourd'hui, afin de pouvoir orienter la décision. Merci. Je pense que la société dans laquelle on vit a un tabou de la mort très élevé. Voilà. Personne n'en parle, parce que, ce que je disais au début, finalement, la médecine va me guérir à la fin.
À la fin, j'ai plusieurs expériences personnelles où des gens à qui on annonce, après l'hospitalisation, quelques heures après, ça va mal se passer parce que les lésions sont majeures, etc., qui disent, mais enfin, il est à l'hôpital, comment ça se fait? Donc on a peut-être une confiance un peu illimitée dans la médecine, pensant qu'elle va toujours reculer les frontières de la mort, et donc ça a médicalisé la mort d'un côté, et puis ça a donné l'idée à une société que la mort n'existait plus. Voilà. Moi, j'ai raconté dans un petit bouquin que dans les ancêtres qui étaient corses, en Corse, quand le type commençait à décliner, on appelait les gens autour, ils se mettaient dans leur habit du dimanche, ils arrivaient autour du mort. Voilà. C'était pas spécifique à la Corse, c'était dans tous les pays ruraux que ça se passait comme ça. Et donc le type qui était en train de mourir, s'il n'avait pas compris en voyant tous les voisins arriver en costard, s'il n'avait pas compris que c'était le moment, voilà. Et il mourait vite et mal. C'est-à-dire qu'il y avait des souffrances, il était mal calmé, mais la souffrance accélère la mort. C'est un phénomène que les soins palliatifs savent bien maintenir. Et donc, ils étaient entourés de gens en noir. Voilà. Maintenant, vous mourrez entouré de gens en blanc. Voilà. Pour autant, nous avons perdu cette familiarité, cet accompagnement familier qui était la maison. Voilà. On meurt dans son lit, on meurt entouré des siens, etc. C'est aussi un rêve, une espérance française. Et malheureusement, on meurt entouré de gens en blanc. Comment faire pour que la famille apporte son lot d'affection, d'échanges, voilà. Très important les échanges en famille. Voilà. Pour ça qu'il faut là aussi se dire que ces moments de vie sont quelquefois des moments de vie intenses, très intenses, dans lesquels on se parle, on se dit des choses qu'on ne s'est jamais dit tout au long de la vie, on s'avoue des choses, on se pardonne, on se dit qu'on s'aime. Et c'est peut-être important aussi, puisque la mort c'est l'autre, pour ceux qui restent. Donc, dans le tabou de la mort, moi je suis suffisamment vieux pour avoir vécu, peut-être certains d'entre vous, qu'il y avait le deuil. Vous n'avez plus de deuil sociétal. Aujourd'hui, quand j'ai perdu mon père, mon grand-père, j'ai mis un bouton noir, et j'avais une marque qui disait attention, protégez-moi, je suis triste, je suis en deuil, j'ai perdu un être cher. L'été dernier, je rencontre en chemise d'Hawaï un de mes amis que je n'ai pas vu depuis longtemps, donc je lui dis viens, on prend un verre, je trouve bizarre, je dis mais qu'est-ce que tu as là? Il me dit j'ai perdu ma mère hier. Tu ne mets pas une chemise hawaïenne quand tu as perdu ta mère hier, parce que tu ne te protèges pas. Et je crois que cette société a nié le deuil, c'est-à-dire elle a nié ce qu'il y a après la mort. Et elle voudrait bien supprimer ce qu'il y a avant. Au fond, on vivrait impeccable, et puis un peu comme disent les Français, allez, pof, la mort elle vient, elle me fait disparaître. C'est un fantasme. Donc, un jour, nos corps se dégradent, un jour, une maladie arrive, un jour, on meurt soit par mort subite ou par accident, mais aussi par pathologie, par maladie. Et donc, est-ce que nous sommes armés pour accepter notre finitude? Je pense que non. Je pense que cette société est une société qui nie la mort. Et une société qui nie la mort, elle n'est pas en bonne santé. La preuve, c'est qu'elle prend le manage, caricature, et elle l'envoie à l'hôpital. Et elle ne le voit pas. Voilà, vous avez, moi j'ai vu toute une série d'internes qui n'avaient jamais vu un mort. Ils arrivaient à l'hôpital et c'est le premier mort qu'ils voyaient, c'était un malade hospitalisé. Parce que dans leur famille, ils n'avaient jamais vu le père, le grand-père allongé mort dans un lit. Donc c'est une société qui nie la mort et qui veut la nier. Mais elle existe. Et le tragique de la vie, c'est que nous le savons. Voilà. Nous le savons et nous essayons de l'oublier, ce qui n'est pas normal non plus. Je veux dire. Pascal dit on se divertit pour oublier de ne pas être seul dans une chambre et penser à sa finitude. Et il a raison. Mais cette société devrait prendre conscience de ces enjeux. Et enfin, je vais vous raconter une autre statistique qui est bizarre. Les low-kick syndrome. Vous savez, les low-kick syndrome, c'est je cligne des yeux et je ne peux rien faire d'autre. Je suis totalement paralysé. Tu me dis même à moi, est-ce que
même à moi qui suis vieux, est-ce que tu voudrais être totalement paralysé ou mourir? Je vous garantis que quand j'avais 20 ans, j'aurais dit je préfère mourir, ça c'est sûr. Peut-être que maintenant je réfléchis un peu, mais quand même. Eh bien, on a pris ces gens-là et on a pris les soignants qui sont autour d'eux. Vous savez, c'est l'aile du papillon, c'est le King syndrome, on ne s'exprime, on ne communique que par un clignement d'œil. Rien ne peut bouger. C'est des lésions transcérébrales générales. Donc, on demande aux gens, quand ils arrivent en Locking syndrome, s'ils pensent qu'il faut vivre ou mourir. Il y a un pourcentage, j'ai oublié, qui dit je préfère mourir que vivre, et il y a un pourcentage qui dit je veux vivre. C'est un tiers en gros qui dit je veux mourir, 2 tiers qui dit je veux vivre. On les reprend un an après. Et la situation, au dépend de ceux qui veulent mourir, il n'y a plus que 10% des gens qui disent il vaut mieux que je meure. Ce qui est intéressant, c'est les soignants. Les soignants, c'est les bien portants, et pourtant on contacte avec des gens de ce type. Et on leur demande, est-ce que vous pensez qu'il vaudrait mieux qu'ils vivent ou qu'ils meurent? Il y en a 50% des soignants qui disent qu'il vaudrait mieux qu'ils meurent. Donc, les statistiques sont des statistiques qui sont faites sur les gens bien portants. Si on était vraiment rigoureux sur le plan scientifique, on prendrait des gens dont la durée de vie est limitée. Et on leur dirait, quel est votre... On ferait une analyse complexe, on peut les faire maintenant, hein, sur qu'est-ce que c'est votre choix. Voilà. Parce que le choix change. Voilà. Et au fond, il y a une vieille flamme de La Fontaine, je crois que c'est La mort et le bûcheron, ou un truc comme ça. Le bûcheron, il ramasse du bois. Voilà. Il ramasse du bois et il neige, il y a la guerre, il y a la famine, il est désespéré et il appelle la mort. Voilà. La mort vient, elle lui dit qu'est-ce que tu veux? Et il lui dit écoute, je suis un peu fatigué là, est-ce que tu veux bien m'aider à mettre le fagot sur mon épaule? Et La Fontaine conclut le plus proche des morts meurt le plus à regret. Et c'est ça qui est quand même caractéristique. Si vous regardez à Paris, souvent, moins souvent qu'avant, mais de temps en temps, vous descendez la bouche de métro, vous avez des gamins qui vous passent à droite, à gauche, ils partent sur les têtes. Voilà. Et ils sautent à trottinette pour aller dans le métro. Et puis, je constate que plus les gens sont âgés, plus ils se rapprochent de la rampe. Voilà. Donc, plus on est jeune, plus on défie la mort et on ne la croit pas, et plus on est vieux, et plus on s'y accroche à la vie. Donc, je crois que notre complexité humaine est très très forte. C'est pour ça que je pense qu'il faut être prudent sur des lois qui donneraient des recettes, voilà, et qui s'appliqueraient ensuite. Cette société n'arrive pas à regarder la mort en face. Donc, vous savez, la jolie phrase qui dit le soleil et la mort sont les deux choses qu'on ne peut pas regarder en face. C'est pour ça que les gens qui pleurent après un deuil se mettent des lunettes noires. Donc, je vous avoue que quand je suis arrivé il y a 20 ans sur ce sujet, j'étais cardiologue et réanimateur, j'avais une idée de la mort, j'avais malheureusement vu beaucoup de gens mourir dans mon service, j'avais vu dans ma famille aussi des gens mourir et j'avais une certaine idée. Ben, mon idée a changé. Mon idée a changé en me disant que la situation dans laquelle on se trouve, la personne à laquelle on s'adresse, doit modifier nos comportements dans un espace dans lequel on doit garder toujours un espace de liberté et de responsabilité. Je suis d'une génération qui a beaucoup fait de cocktail éthique, parce qu'on n'avait rien d'autre. Donc, effectivement, on a mis sur des gens qui souffraient en fin de vie des médicaments qui à la fois apaisaient leur souffrance mais accéléraient leur mort. On n'avait pas de choix. Je suis d'une génération dans laquelle on parlait des 12 lits de soins palliatifs de Nice. J'avais 12 lits quand j'étais en garde de Réa, 12 lits pour Marseille de réanimation. Et on vous dit maintenant, oh, c'est facile de choisir là-bas. À ce moment-là, vous étiez en train de choisir entre le jeune qui venait d'avoir un accident de moto et la personne vieillissante qui était en train de mourir. Celui qui avait droit au respirateur, c'était effectivement le jeune qui venait se fracasser en moto. Donc,
essayons de comprendre que globalement, la médecine ne peut pas tout. Voilà. Elle retarde la mort, elle peut atténuer les souffrances, mais il faut qu'il y ait cet engagement, qu'on sorte de cette médecine technique pure. Il y a des moments où il faut s'arrêter. Il y a des moments où Vincent Lambert, on n'aurait jamais dû le sortir de réel. On aurait dû arrêter la machine pour ne pas faire quelqu'un qui regarde. Dernière anecdote, un jour, il y a un jeune homme qui vient me voir, il a 18 ans. Et il me dit, j'ai un problème. Je ne sais pas si mon père est mort ou pas. Mon père, il y a 4 ans, a eu un accident de moto. Et depuis, il est en état végétatif, trachéotomisé, dans un service de végétatif. Il ne me parle pas. Il faisait 90 kilos, il en fait 45. On l'aspire toutes les 10 minutes, un quart d'heure. Je vois ce corps, je ne sais pas s'il est vivant ou s'il est mort. Je crois que ça, c'est un vrai défi de la médecine. De savoir ne pas aller trop loin, pour faire en sorte que, bon, en accord avec l'ensemble du corps médical, on a arrêté les traitements, qui est la seule chose qu'on peut faire. C'est une chose qu'on ne peut faire que dans un pays, c'est la France, hein, passage. Quand on cite les autres pays, sans l'avis du patient, on ne peut pas arrêter les traitements sur lui. En France, on peut le faire de manière apaisée avec la famille et la communauté. On a arrêté les traitements, on l'a endormi et il est mort. Peut-être qu'il aurait dû mourir en voilà. Donc, attention à cette médecine qui est toute puissante, ne pas lui donner plus de puissance qu'elle a, et lui donner cette réflexion. Tout ce qui est techniquement possible n'est pas humainement souhaitable. Et chaque parcours individuel doit être traité de manière individuelle, parce que chacune de nos vies est différente, chacune de nos morts sera différente, avec un entourage qui va le percevoir soit comme un apaisement, soit comme une souffrance. J'ai bien conscience que je ne vous ai pas donné de solution, et j'en ai pas. Voilà. Mais au fond, si dans une société, on pensait la mort, je pense qu'on penserait mieux à vivre et on goûterait mieux à la vie. Monsieur a pris le micro, donc j'allais partir avec cette conclusion, et donc je suis obligé de répondre au monsieur. J'ai simplement, monsieur Leonetti, envie de vous remercier et vous dire mon admiration pour votre exceptionnelle invitation à réfléchir sur les doutes que nous avons. Une aide à vivre ce point difficile dans notre vie, de faire la paix avec la mort. Merci. M'avoir appris ce que je vous restitue, parce que je vous garantis que dans ma pratique médicale, l'accompagnement de fin de vie était loin derrière l'obligation de permettre la survie. Donc merci à vous de m'avoir appris ce que vous m'avez appris, et en partie de m'avoir appris le doute. Bonne journée à tous.